Vous êtes sur le podcast de l'ACDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans un groupe de gestion et d'automatisation de l'énergie avec Benoît Lecoinet, designer chez Schneider Electric SE. Schneider Electric SE est une société multinationale française qui fournit des solutions numériques combinant énergie et automatisme pour permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources. Grâce à des technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatisme en temps réel, de logiciels et de services, Schneider Electric SE propose des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Bonjour Benoît, pour commencer, peux-tu présenter ton parcours s'il te plaît ? Eh bien bonjour Annabelle, mon parcours il est assez simple. Je suis sorti en 89 de l'école supérieure de design industriel, qui était les premières écoles en France, qui ont débuté dans les années 80 je crois. Et ensuite j'ai fait toutes les facettes de job, donc agence, indépendant et maintenant designer intégré dans une entreprise. Et ça fait 26 ans que je travaille chez Schneider Electric. Et tu as travaillé plutôt toujours sur du produit ou plutôt sur du graphique ? J'ai toujours travaillé sur du produit. Alors le produit c'est en principal, mais lorsqu'on parle de produit, c'est assez vaste parce que le produit sans graphisme ça marche pas. Fait aussi des interfaces, j'ai fait de l'ergonomie, j'ai fait des tas de choses comme ça. Donc c'est un métier qui est hyper varié, qu'on touche un peu à toutes les facettes. Et on s'adapte en fonction du besoin. Depuis 26 ans, tu es intégré chez Schneider Electric SE. La marque, les gammes ont beaucoup évolué depuis ton arrivée. Et finalement, est-ce que tes méthodes, les outils que tu utilises dans les projets ont changé ? Est-ce que le fond est toujours le même ? Ah oui, ça a beaucoup évolué depuis le début. À l'époque où on travaillait essentiellement à la main. Maintenant, tout est informatisé, on fait de la 3D. Auparavant, on faisait plutôt des maquettes en mousse. On faisait pas mal de croquis, des refs, des choses comme ça pour des présentations. Maintenant, on a tous les logiciels pour faire de la 3D, pour faire de l'imagerie, pour faire des volumes avec la stéréo et tous ces jeux. Donc ça a énormément évolué. Par contre, le fond est toujours le même. C'est-à-dire que lorsqu'on veut savoir ce que l'on veut faire et lorsqu'on discute avec nos interlocuteurs, on travaille avec des croquis pour être sûr de savoir ce que l'on veut et pour mettre tout le monde d'accord. Voilà, ça c'est vraiment la base du métier, c'est de pouvoir vraiment illustrer rapidement les idées, les concepts. Parce qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et de ce fait, lorsque on a 4 personnes qui veulent exprimer quelque chose, chacun a son idée. Chacun a sa vision, mais dans la tête, même avec les mots. Au moment où on dessine, là, ça commence un petit peu à se rassembler. On peut voir si on parle vraiment de la même chose. Alors, ça c'est pour le produit, mais avant, il y a tout ce qu'on appelle l'usage. Donc, on fait des storyboards, on fait ce genre de choses. Et le dessin permet rapidement de mettre tout le monde d'accord. Donc ça, c'est l'outil principal pour moi du designer, à part tous les autres outils qui nous permettent vraiment de concrétiser après la forme ou l'objet ou le service ou ce que vous voulez. Après, ça dépend un peu du besoin. Voilà, en gros, les tâches qu'on continue à faire. Moi, c'est pour ma part. Après, on est plusieurs dans l'équipe, chacun a sa méthode de travail. Et ça dépend aussi avec qui on travaille. Ça, c'est un peu actuellement. On travaille beaucoup avec l'étranger. Nos principaux interlocuteurs actuellement, pour moi, c'est la Chine, l'Allemagne, l'Europe, ou les États-Unis. On n'a pas toujours la possibilité de se déplacer, donc on a des tablettes graphiques sur lesquelles on peut travailler sur des Teams ou des genres de Zoom, quoi, en fait, qui nous permet de le faire. Ou si on peut pas le faire en live, on peut le croquer directement, scanner, envoyer en même temps qu'une réunion, des choses comme ça. Mais du coup, ça te permet, même si vous êtes en distanciel, de continuer à travailler par le dessin grâce à la tablette graphique et à du coup synthétiser ce que les autres essayent d'exprimer et de mettre tout le monde d'accord autour d'une idée. Tout à fait. Ça permet vraiment de synthétiser. Donc, alors après, soit on est plus à l'aise sur une tablette graphique et puis comme ça permet d'envoyer rapidement
soit en cours d'une réunion, mais bon, les outils ne sont pas forcément adaptés par rapport comment ça s'appelle, à Teams ou autre chose, ou alors on est un peu décalé. Moi, je préfère travailler sur du papier. Pendant quelqu'un, voilà, il y en a qui discutent. Moi, je travaille sur le papier, je fais un scan vite fait avec mon téléphone, je le renvoie. C'est aussi rapide. Chacun a sa méthode de travail. Ouais. Voilà, donc mais lorsqu'on le reçoit, les personnes disent j'ai pas tout à fait pensé à ce truc-là, je pensais plutôt à l'inverse, et hop, et on rebondit sur la situation, on rebondit sur l'objet ou sur le détail technique qu'on voulait exprimer, quoi. Et donc le dessin, c'est vraiment ce qui va te permettre de synthétiser, mais surtout rapidement. Moi, c'est ce que j'entends. Rapidement, oui, c'est un outil très vivant, et c'est l'outil du designer, parce qu'on a la capacité de synthétiser, de visualiser assez rapidement en volume, et de le retranscrire rapidement en dessin. Donc moi, quand quelqu'un me parle, hop, ça y est, j'ai tout de suite une image dans la tête, ou une histoire, ça dépend, hein. On peut faire un sketch, on peut faire un storyboard, on peut faire un truc comme ça, mais ça permet tout de suite de poser les choses à plat, de composer, de faire une stimulation de création, même avec des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Donc ça, c'est un outil qui est hyper puissant. D'accord. Et ça, on peut le faire dans toutes les langues. Donc oui, ça, c'est universel. Universel, parce que parler anglais avec des Chinois qui ont des fois un anglais approximatif, nous-mêmes, on a des anglais approximatifs, on a un anglais de travail, ou avec des Américains, ou avec des Allemands et autres, au moins, c'est un langage universel et on arrive à peu près à se comprendre. Et ça permet aussi de créer une émulation. Oui, énormément. Les gens vont plus réagir sur un dessin que sur une 3D, par exemple. Oui, et ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec un dessin. Beaucoup plus à l'aise, et ça permet d'entretenir plus facilement un rapprochement. Ça permet de fédérer, en fait, le dessin. C'est ça qui est vraiment important. Moi, je me souviens de projets qui étaient bloqués en Chine, où on est allé directement sur place, et donc, du coup, au départ, c'était des réunions en séance plénière, tout le monde commençait un petit peu à roupiller, et lorsqu'on commençait à dessiner les choses, eh bien à ce moment-là, tout le monde s'est rapproché et commençait à vraiment exprimer ses idées, en disant non, c'est pas ce que j'avais vu, ou je voyais peut-être différemment, et donc on relate, on exprime visuellement les idées de chacun, et donc ça permet de recentrer les choses. Maintenant, puisque ça fait aussi longtemps que tu travailles chez Schneider, j'aimerais que tu nous parles de créativité, parce que les personnes qu'on rencontre, qui connaissent pas bien le design, pensent toujours que les designers intégrés dans une entreprise vont finir par se scléroser, ne plus être créatifs. Donc est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu te ressources, ou comment tu as évolué en parallèle ou avec l'entreprise et son développement ? Oh, c'est un vaste sujet. Alors déjà, la créativité, je veux dire, c'est propre à chacun. Donc pour moi, chez Schneider, il n'y a aucun problème de créativité, même dans la durée. N'importe comment, on est toujours obligé de se remettre en cause et de remettre en cause les choses. Une entreprise, si elle n'est pas créative et si elle ne se remet pas en cause, elle meurt. Donc Schneider évolue en fonction des aléas de la vie, politique, etc. Donc automatiquement, la stratégie évolue et la façon de travailler évolue également. Donc on remet en cause toujours notre travail. Donc les produits qu'on faisait auparavant, maintenant on fait des systèmes, c'est complètement différent. La philosophie est complètement différente, donc automatiquement ça bouleverse complètement la créativité. Il y a toujours quelque chose en créativité à faire. C'est quel que soit. Quand on parle de créativité, on parle des fois, c'est l'objet qui arrive, qui est la cerise sur le gâteau, mais la créativité, elle se fait sur la méthode de travail. Ça dépend avec qui on travaille. Donc on doit aussi s'adapter en fonction des différentes cultures, des différents interlocuteurs. Donc elle commence déjà par ça. Ensuite, la créativité, elle vient aussi sur la stratégie de l'entreprise, comment on peut adapter en fait le produit ou notre fonction par rapport à l'entreprise. Donc ça, c'est aussi de la créativité, c'est une créativité d'organisation et de méthode de travail. Elle vient aussi avec les outils, les nouveaux outils, la 3D. Il faut faire toujours attention à la 3D parce qu'on a toujours tendance à forcer un peu le trait. Auparavant, quand il fallait dessiner, on faisait attention
à pas aller trop loin parce qu'il fallait ensuite modeler l'objet. Maintenant avec la 3D, on tire sur un fil et hop, ça te fait des formes un peu particulières. Donc il faut savoir aussi se freiner par rapport à ça et aller à l'essentiel. Donc se remettre toujours en cause. La créativité, pour moi, c'est toujours une remise en cause, c'est toujours une ouverture d'esprit. Après, il y a plein de choses. On a plein d'outils qui nous permettent d'être créatifs sur plein de choses, de se ressourcer. Tous les outils informatiques, tous les TikTok et tous les Instagram et compagnie, on a accès vraiment avec Internet, accès à beaucoup de choses. Donc ça nous permet d'emmagasiner beaucoup de choses. Créativité, il n'y a aucun problème, que ce soit dans une entreprise ou changer. Si on a besoin de changer d'environnement, c'est aussi un aspect d'émulation pour pouvoir se ressourcer. Moi, au sein de Schneider, j'ai la chance que ça évolue. On évolue en interne, on change les équipes, on restructure souvent en fait l'organisation générale, on change de stratégie, on s'adapte en fonction des marchés, des évolutions. Il y a plein de choses à faire et c'est très riche, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La créativité, c'est pas ça qui manque. Et donc, pour finir, si tu avais un conseil à donner à des jeunes designers sur leurs envies, leur futur, être prestataire externe, devenir salarié d'une entreprise, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner ? Alors moi j'ai pas de conseils à donner, ça dépend vraiment de chacun. C'est là où on sent le mieux et en fonction de chaque personnalité. Il y en a qui préfèrent travailler tout seul et de picorer à droite à gauche, c'est tout à fait louable. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une structure pour pouvoir être un peu plus cadré et puis travailler en équipe. Donc moi c'est ce que je recherche, c'est pas travailler seul. Pour moi le travail de designer c'est pas un travail qui doit être seul. Ici, on a des dossiers, je dirais, sur lesquels on manage seul les dossiers, mais on n'est jamais tout seul. C'est-à-dire que on va voir notre voisin, on demande un renseignement, on fait des choses. Voilà, chacun apporte en fait l'accord à son arc. Donc, moi, je trouve que là, alors ça, c'est un travail. C'est un travail en équipe. On peut le retrouver sur des comment ça s'appelle des open space, comment on appelle ça, des workshops là, non pas des workshops, des bureaux où on peut se rassembler entre plusieurs designers, mais on peut aussi le trouver au sein d'une entreprise, Donc après dans les entreprises, nous on a la chance d'avoir une grande équipe. D'autres ont des équipes beaucoup plus restreintes, mais la richesse en fait d'une entreprise, c'est que vous avez plein de métiers différents. Et ça, c'est énormément, pour moi, designer intégré, en tant qu'intégré, ça nous permet de voir d'autres choses et de travailler avec des gens sur d'autres domaines. On travaille avec des financiers, on travaille avec des marketeurs, on travaille avec des techniciens, on travaille avec des gens qui travaillent sur la supply chain, etc. Et ça apporte énormément dans notre réflexion et dans notre créativité également. Le produit, on ne le fait pas tout seul, il ne vit pas tout seul. Si on ne sait pas comment on va le créer de début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui va l'acheter, qui va le vendre, comment on passe les douanes, voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont importants et donc on va chercher, le gros intérêt de ça, c'est qu'on va chercher en fait la compétence là où elle est. Et on a une grande chance dans cette boîte, c'est que la compétence, elle est partout et elle est tout autour de nous. Donc il suffit de changer de bureau, puis on voit les personnes avec lesquelles on a envie d'échanger pour connaître un petit peu plus son métier et de pouvoir s'enrichir par rapport à ça. Ça, c'est une grande qualité, je dirais, du design intégré. Après, comme je disais au départ, ça dépend de chacun. Une entreprise, c'est un cadre, comme un designer qui peut travailler en indépendant, il est obligé d'avoir ses réunions, d'honorer ses rendez-vous, mais chacun en fait en fonction de ce qu'il a. J'ai pas trop de conseils à donner par rapport à ça. Voilà. Par contre, toi, ce que tu apprécies vraiment dans ton designer intégré, c'est vraiment l'émulation que tu vas avoir avec tous les collaborateurs d'entreprise et les différents métiers. Ah oui, ça c'est primordial. Et puis c'est vraiment une richesse parce qu'on peut pas évoluer si on ne va pas voir les autres. Donc automatiquement, moi j'ai énormément appris en marketing.
Et ça permet de vraiment structurer en fait la démarche produit. J'ai beaucoup travaillé aussi dans tout ce qui était interface à une époque. Alors quand les interfaces commençaient un petit peu à tout ce qu'on appelle le digital aujourd'hui, maintenant c'est rentré dans les mœurs, mais on a commencé à bosser dessus dans les années 95, 90 ou 2000. C'était vraiment les balbutiements. On a travaillé des chercheurs, j'ai travaillé des chercheurs là-dessus. On avait travaillé avec des ergonomes aussi, donc maintenant ce qu'on appelle UX, UX et tous ces trucs-là, on a changé un peu les termes, mais ça reste le fondamental reste toujours le même. Mais on était obligé de mélanger plusieurs compétences, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le produit n'est pas isolé. On est obligé de faire du graphisme pour faire du produit, on est obligé de faire de la couleur aussi, on est obligé de faire de l'interface. Maintenant, il y a des apps qui sont associées au produit. Donc, si on ne pense pas, si on n'a pas une vision sur l'application, eh bien, le produit ne pourra pas se dessiner pleinement. Si on ne connaît pas la façon dont on va vendre ce produit, on ne peut pas le dessiner correctement. Donc, là, on a tout le maillon, on écrit cette histoire, et donc ça nous permet d'avoir au moins cette richesse de pouvoir vraiment obtenir la meilleure solution par rapport aux besoins. Après, voilà, il faut tomber sur les bonnes personnes, hein, c'est comme pour tout. Il y a des gens compétents, des gens un peu moins compétents, et donc en fonction de la qualité. Mais ici, bon, on a de la chance, il y a beaucoup de gens compétents, donc c'est assez plaisant de bosser ici. Donc, mais c'est ça, c'est aussi ça qui permet aussi. On parlait de la créativité tout à l'heure, c'est une source de créativité aussi. Hein, donc, de bien connaître un petit peu ce qu'on appelle l'usage, quoi. L'expérience d'utilisateur, c'est des choses qu'on applique depuis toujours, mais maintenant qui commence à rentrer dans les mœurs, c'est que dans chaque profession, ils commencent un petit peu à comprendre le système et donc vraiment à intégrer ces systèmes-là pour obtenir en fait la meilleure solution par rapport à l'objet qu'on va vendre derrière. Parce que nous, on vend des objets. Et donc moi, je retiens que finalement, tu continues parce que finalement, c'est ta curiosité et ton ouverture d'esprit qui te permettent de découvrir tout au long de ces années des choses nouvelles, tant en termes de méthode que de techno. Oui, mais bon, je pense que si on est designer, c'est qu'on a une prédisposition à ça. Si on a un peu une étroitesse d'esprit, c'est peut-être pas bon d'être designer, je pense. Ou il faut faire autre chose. Après, on peut, voilà, ça dépend de chacun. La principale qualité, je dirais, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est d'aller voir un petit peu ailleurs, de ne pas forcément voir ce que notre profession, d'être nombriliste. Hein. Un designer n'est qu'un maillon d'une chaîne, on n'est pas... on ne va pas dessiner le produit qui va sauver la boîte. C'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que on permet, dans certains cas de figure, d'avoir une créativité ou de stimuler la créativité auprès d'une équipe. Mais si on oublie un des maillons, c'est-à-dire l'industriel ou le vendeur ou comment ça s'appelle, si le marché est mal ficelé, la prospection est mal ficelée, on ne vendra jamais le produit. Si le marché n'est pas présent, on ne vendra pas le produit. Ou on ne vendra pas la solution, on ne vendra pas le système. Donc, on est vraiment intimement lié avec toutes ces personnes et donc on est obligé de travailler en équipe. Et c'est ça qui fait la richesse du métier. À terme, on le voit, je veux dire, notre boulot, plus on vieillit, plus on va vite. Donc on a l'expérience, c'est ça qui nous permet. Mais ça nous permet également de s'apercevoir que la proportion humaine est beaucoup plus importante que le temps de travail, en gros. Pour moi, l'humain compte à 80% et on fait le travail dans les 20% qui nous restent, en gros. Parce qu'on a l'habitude de travailler, on va plus vite, on va plus à l'essentiel. Par contre, bien ficeler le projet, mettre tout le monde d'accord, savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, et à qui et pourquoi et comment, c'est pas simple de mettre en place. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, le storyboard permet, comme un film, hein, pour moi, le storyboard est aussi puissant en fait, pour moi, je le considère comme la création comme un film. C'est-à-dire qu'on écrit déjà l'histoire, et comme ça, on peut, à chaque maillon de la chaîne,
peut se voir et voir à quel moment il peut intervenir et quand est-ce qu'il doit intervenir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cet échange et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.